Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de me rejoindre. Alors c'est la vidéo 5 et on attaque le chapitre 3. Et là, donc, je vous disais donc qu'on était sur le terrain, il fallait y aller. J'avais terminé la vidéo 4 par ces mots. Souvenez-vous, si je suis responsable de ce que je dis, tu es responsable de ce que tu entends. Et en disant, vous m'excuserez ce tutoiement de pure forme. Alors le chapitre 3 s'appelle « Le philosophe footballeur ». En toute cordialité, que les choses soient claires entre nous. Je ne suis ni anti-foot, ni anti-footballeur, bien au contraire. Après avoir écrit 3 bouquins, entre 2002 et 2020, qui n'ont rien à voir avec le foot, même si j'y fais souvent référence tellement il a fait partie intégrante de ma vie depuis l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 55 ans, aujourd'hui encore, mais à un degré moindre, cela fait bien longtemps que je me dis « il faudra bien qu'un jour, j'écrive un bouquin sur le foot ». Et c'est justement parce que j'ai été fou de foot pendant toutes ces années, et toujours amateur aujourd'hui, au sens premier du terme, celui qui aime et qui prend plaisir, davantage devant ma télé aujourd'hui que sur le terrain, à mon âge, que la réalité de ce sport et le spectacle qu'il donne aujourd'hui me poussent à m'exprimer par écrit sur le sujet. Toujours le fameux petit chat qui refuse de sortir de ma gorge. Quand je dis fou de foot, cela signifie que j'ai bien conscience, maintenant que je me suis calmé, bien obligé, qu'une grande partie de ma vie, et bien évidemment de celle de mes proches, a été fortement impactée par cette passion. Cela s'est vérifié dans tous les secteurs personnels, professionnels et extra-professionnels, et avec toutes les conséquences de tous ordres qu'on peut imaginer, ressenties comme positives ou négatives. Cela reste vrai dans tous les domaines et partout où cette addiction, n'ayons pas peur des mots, m'a accompagné et m'a amené, qu'il s'agisse de sentiments, de sexe, de couple, de famille, de travail, d'activités extra-professionnelles, de culture, de loisirs, de vacances ou de voyages. Cette mise au point étant faite, quelques considérations d'ordre général, puis, une fois l'état des lieux effectué et le diagnostic posé, et parce que la bonne longueur pour les jambes, c'est quand les pieds touchent bien par terre, Coluche, drôle de philosophe qu'on ne présente plus, quelles améliorations tangibles et quels remèdes concrets et réalistes pourrait-on prescrire à ce grand corps malade, salut l'artiste, qu'est devenu le football professionnel, mais pas seulement. Il s'agira en fait de tenter de soigner ce monde malade du foot, et bien plus qu'il n'y paraît à première vue. Mais encore faut-il que cette affirmation sous ma plume puisse être recevable et si possible partagée, un tant soit peu, et par un minimum de personnes. C'est ce à quoi je vais m'employer. C'est ainsi que tout au long de nos réflexions, nous allons sans arrêt osciller entre la nécessité de garder les crampons bien au ras des pâquerettes et celle de garder la tête au-dessus de la mêlée. C'est d'ailleurs ce que chacun essaye de faire tout au long de son existence et dans tous les secteurs de la vie, mais avec des fortunes diverses. Nous allons nous regarder courir, un pied sur le terrain, un pied en dehors. Décidément, peut-être alors allons-nous découvrir que ce qui est communément présenté comme étant une passion comme une autre, ni plus ni moins, ne serait en fait, et pour beaucoup d'entre nous, qu'une irrépressible addiction, avec toutes les conséquences que cela comporte pour soi et pour les autres, comme je le laisse entendre. Cela dit, une addiction peut se traduire et se décliner de manière très différente suivant les individus. Ce qui suit devrait nous aider à mieux situer la frontière entre la saine passion et la pathologique addiction. Pour paraphraser Georges Clemenceau, qui disait « La guerre, c'est bien trop grave pour être confié à des militaires », je dirais que le foot, c'est trop grave pour être confié aux seuls acteurs actuels de la planète football. Politiques, dirigeants des instances régionales, nationales et internationales, présidents de clubs, directeurs sportifs, agents de joueurs, entraîneurs, médecins du sport, joueurs, arbitres, supporters, spectateurs et téléspectateurs, publicistes, équipementiers, sponsors, propriétaires des directeurs de chaînes de télévision, des réseaux sociaux, GAFAM,
concepteur, fabricant et commercialisateur et consommateur de jeux vidéo, promoteur de sites de paris en ligne, journaliste sportif, commentateur, etc., etc. Et cette liste est loin d'être exhaustive. À leur décharge, rappelons tout de même qu'à l'insu de leur plein gré, feu les guignols de l'info sur Canal+, à l'époque, la plupart des acteurs de cette liste sont confortablement installés dans ce qu'on appelle le déni. Les autres, beaucoup moins nombreux, le sont dans le mensonge assumé ou dans l'omission, ce qui pourrait se traduire ainsi: je sais que ce que je dis est une connerie, mais j'ai intérêt à le dire, alors je le dis quand même. Pour information, voici la traduction très personnelle que je fais de la définition du déni dans son acception la plus communément admise dans le monde des sciences humaines et en particulier en psychiatrie. Quand une réalité te dérange, tu t'en inventes une autre qui t'arrange, que tu fais tourner en boucle dans ta tête et à laquelle tu finis par croire de bonne foi. Imparable. Attention tout de même, le déni flirte dangereusement avec la schizophrénie, mais la vraie, je veux dire, celle qu'on trouve dans les institutions et les hôpitaux psychiatriques. À force de flirter, il ne manquerait plus qu'il nous fasse des petits, ces deux-là. Très important, tous les gens de cette première liste, à l'exception de ceux qui mentent et omettent en toute bonne, entre guillemets, conscience, se trouvant en état de déni de réalité, sont parfaitement sincères et honnêtes, et donc tout à fait respectables, tout comme l'alcoolique ou le gros fumeur déclare à qui veut l'entendre « je m'arrête quand je veux, je m'arrête quand je veux ». Comme disait l'autre, il n'y a rien de plus facile d'arrêter de boire ou de fumer, la preuve, moi, j'ai arrêté 10 fois, et je me prépare à l'11e. Un auteur inconnu, même si j'en connais un paquet qui, parmi ceux que j'ai pu côtoyer lors des 3e mi-temps, pourraient être les auteurs potentiels de cette brève de comptoir. Cela me fait penser à cette question hautement philosophique, mine de rien, que les Chevaliers du Fiel, humoristes bien identifiés, eux, se posent en ces termes dans la série Les Municipiaux. Je me demande si on boit parce qu'on est con, ou si on est con parce qu'on boit. La question est suffisamment drôle pour être prise très au sérieux. Mais c'est une autre histoire, un peu comme celle de savoir si au commencement, c'est la poule qui a fait l'œuf, ou si c'est l'œuf qui a fait la poule. Comme on dit quand on veut mettre un terme à une conversation inextricable, autant discuter du sexe des anges. Formule qui, contrairement à ce qu'elle sous-entend, serait en fait bien plus intéressante et instructive à appréhender qu'il n'y paraît. Mais revenons au foot que d'ailleurs nous ne quitterons jamais tout au long de notre route, même si nous allons nous autoriser quelques détours, comme d'ailleurs j'ai déjà commencé à le faire. Vous aurez compris que, puisque nous avons tout notre temps, nous pouvons, et c'est heureux, nous permettre d'éviter la facilité des autoroutes, des rocades, des voies rapides, des routes nationales, régionales ou départementales. Non. Nous allons prendre les petites routes de campagne qui traversent nos jolis villages, les chemins de vicinaux et les chemins de traverse, et parfois même les sentiers forestiers. Toujours d'accord pour faire la route ensemble? Alors, allons-y. Voilà, suite au prochain numéro, le chapitre 4 donc. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir rejoint, et donc on se retrouve d'ici quelques jours, comme toujours. Alors, salut, portez-vous bien, ciao.